La première chose que vous perdez, c'est le ciel. Une seconde, il y a de la lumière bleue, peut-être quelques nuages paresseux. Et la seconde suivante, tout ce qui se trouve au-dessus de vous devient une obscurité en mouvement. Pas un nuage d'orage, pas de la fumée. Quelque chose avec des côtes, quelque chose avec des muscles, quelque chose qui continue de s'étirer jusqu'à ce que votre nuque commence à protester. Juste au-dessus de votre tête, un ventre grand comme une maison glisse dans les airs, porté par 4 pattes épaisses comme des piliers qui frappent le sol comme des tambours lents. Loin devant, une toute petite tête arrache calmement des feuilles au sommet des arbres, comme si c'était un mardi ordinaire. Loin derrière, une queue aussi longue qu'un bus se balance paresseusement, fine comme un fouet à son extrémité. Vous n'avez pas simplement croisé un dinosaure. Vous venez de passer sous un pont vivant. Voici le Diplodocus, le pont qui respire, qui mange, qui marche. Et pendant les prochaines minutes, vous allez vous promener en dessous. Il y a 150 millions d'années, la Terre ne ressemblait en rien à la planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Les continents étaient encore soudés en une seule masse colossale appelée la Pangée, mais elle commençait déjà à se fissurer. Dans ce qui deviendrait un jour l'Ouest américain, de vastes rivières se déversaient sur des plaines inondables, déposant les roches que nous appelons aujourd'hui la formation de Morrison. Des prairies de fougères s'étendaient sur des kilomètres, ponctuées de galeries de conifères géants et de cycas. L'air était chaud, parfois sec et absolument rempli de géants. Ici, les sauropodes régnaient en maîtres. Le brachiosaure s'élevait vers le ciel comme un gratte-ciel avec un coup. Le stégosaure défilait dans son armure de plaques. L'allosaurus rôdait le long des berges en quête de son prochain repas. Et puis, il y avait les diplodocus, en grand nombre. Si le brachiosaure était la tour de grande hauteur du monde des sauropodes, le diplodocus, lui, était l'autoroute à 6 voies allongées à plat. 25, peut-être 27 mètres du museau à l'extrémité de la queue. 25 à 28 mètres de dinosaure, plus long qu'un terrain de tennis. Plus long que 2 bus londoniens garés bout à bout. Mais voilà ce qui surprend. Il ne pesait pas autant qu'on pourrait l'imaginer. 10, 12, peut-être 15 tonnes, élancé pour sa taille. La nature avait choisi la longueur et l'élégance plutôt que la compacité et la puissance. Son nom, Diplodocus, signifie double poutre, car sous chaque vertèbre caudale se trouvent 2 petits os en chevron qui jouent le rôle de jambes de force. Une ingénierie remarquable, directement sortie des plans de la nature. Le cou seul pouvait mesurer environ 12 mètres de long, composé d'os creux remplis d'air, si légers que les oiseaux modernes utilisent encore le même principe. Au bout de ce bras de grue se trouvait un crâne petit et léger, garni d'une rangée de dents en forme de cheville, parfaite pour arracher les feuilles, inutile pour mâcher. Et la queue, la queue, 50, parfois 80 vertèbres s'effilant jusqu'à un fouet si fin que vous pourriez presque y faire un nœud si l'envie vous en prenait. Les scientifiques pensaient autrefois que cette queue traînait sur le sol, laissant ces longues rainures que l'on observe dans les fossiles. En réalité, non. Les empreintes retrouvées ne montrent aucune trace de traînée. La queue flottait au-dessus du sol, prête à repousser d'un claquement quiconque aurait eu l'imprudence de s'approcher par derrière. De loin, l'animal tout entier ressemble à une ligne continue et absurde. Imaginez la scène à l'aube. Une brume légère flotte au-dessus d'un lit de rivière asséché. Une à une, des silhouettes immenses émergent du brouillard, avançant en file lente et ordonnée. Vue du ciel, elles ressemblent à un train de marchandises fait de chair. Une longue colonne de corps alignée sur la plaine inondable, parfaitement espacée. Les têtes se balancent doucement pendant qu'ils moissonnent les fougères et les prêlent sans même ralentir. Leurs empreintes, énormes, arrondies, étonnamment peu profondes, forment 2 pistes parallèles qui s'étendent sur des centaines de mètres. Des paléontologues ont retrouvé ces traces au Colorado et au Portugal, de véritables emboutteillages préhistoriques. Alors, comment empêcher un animal de 30 mètres de se briser en deux à la moindre courbe un peu prononcée? Simple. On ne tourne pas. Le diplodocus était une machine à manger en ligne droite. Son cou restait probablement à l'horizontale, balayant un large arc de gauche à droite. Au lieu de s'élever, il s'allongeait, rasant la végétation du sol jusqu'à environ 4 ou 5 mètres de hauteur, tandis que le corps continuait d'avancer. À l'avant, les dents en cheville arrachèrent les feuilles. En dessous, un immense système digestif accomplissait le travail de transformer toute cette salade en énergie. Vu de côté, la silhouette de l'animal formait un long S aplati, équilibré par la queue, lui permettant de glisser entre les arbres sans se renverser ni renverser le décor. Et en parlant de cou,
Revenons un instant sur cette queue. Certains chercheurs ont calculé que son extrémité la plus fine pouvait atteindre des vitesses impressionnantes, peut-être même claquer comme un fouet. La plupart des experts sont aujourd'hui plus prudents sur ce point. Mais même à vitesse modérée, recevoir un coup de queue de Diplodocus vous gâcherait certainement la journée. Imaginez essayer d'attaquer le dernier wagon d'un train en marche et que le train décide de vous envoyer valser dans la semaine prochaine. L'Allosaurus a sans doute appris, à ses dépens, à garder ses distances. Et puis, inévitablement, le train de marchandises s'est arrêté. Les écosystèmes ont changé. Les climats se sont transformés. De nouvelles espèces ont pris le relais. Le Diplodocus s'est enfoncé dans la boue des rivières et des lacs. Ses os ont attendu, silencieux sous le sable et les sédiments, pendant que les continents dérivaient et que les océans s'ouvraient. Avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui. Vous entrez dans la grande salle d'un musée, sol de marbre, pas qui résonne. Et là, il est Dipi, ou l'un de ses nombreux clones exposés dans toute leur gloire impossible. Les moulages de squelettes de Diplodocus furent le phénomène viral de l'époque victorienne. Des industriels les expédiaient dans toutes les villes disposant d'une salle assez grande et d'un mécène assez fortuné. Chaque montage reflète la science de son époque. Queue traînante au début du XXe siècle, puis fièrement relevée, cous ondulants comme des cygnes, avant d'être redressés à mesure que de nouveaux fossiles étaient découverts. Le dinosaure, qui parcourait autrefois les plaines inondables, traverse aujourd'hui un siècle entier de débats humains sur sa posture. Et chaque fois qu'un enfant se tient sous cette colonne vertébrale imposante et lève les yeux vers elle, le même sentiment s'impose, l'émerveillement, pur et simple. Juste pour le plaisir, imaginez un Diplodocus adulte lâché en plein Manhattan à l'heure de pointe. Un animal de 25 mètres du museau à la queue, la tête qui fourre curieusement son nez au niveau du 3e étage, la queue qui s'étend largement au-delà d'un carrefour, rendant 4 voies de circulation soudainement très polies. Les feux tricolores, totalement inutiles. Et pour le nourrir, il faudrait des centaines de kilos de végétation fraîche chaque jour. En gros, un parc de ville par semaine pour un seul géant paisible. Quelque part, un urbaniste est en train de faire une crise silencieuse. Mais c'est là toute la magie du Diplodocus. Il n'était pas le plus grand, pas le plus lourd, pas le plus féroce. Il était simplement la chose vivante en continu la plus longue que la plupart des écosystèmes aient jamais connue. Un couloir de chair et d'os en mouvement sous lequel les animaux plus petits venaient s'abriter. Un être qui remodelait les cours d'eau rien qu'en les traversant, qui transformait des plaines entières en autoroute d'empreintes. Il reliait le sol à la canopée, la saison des pluies à la saison sèche, et le passé à ces pauvres paléontologues qui devaient comprendre comment quelque chose d'aussi grand pouvait rester debout pendant 70 ans. Aujourd'hui, ces os reposent silencieux, sous verre et projecteur. Mais chaque fois que nous nous tenons sous eux, chaque fois qu'un enfant tend la main pour toucher un orteil en plâtre grand comme un ballon de plage, nous faisons exactement ce que les petits mammifères du Jurassique faisaient autrefois. Marcher sous le pont vivant, lever les yeux avec émerveillement vers un monde si vaste qu'on peine à le saisir d'un seul regard. Nous sommes là, 150 millions d'années plus tard, toujours dans ses pas. Si ce géant paisible vous a inspiré ne serait-ce qu'une fraction de cet émerveillement, faites-moi une faveur. Likez la vidéo pour que d'autres puissent venir marcher sous le pont avec nous. Laissez un commentaire pour me dire quel dinosaure vous voulez rencontrer ensuite. Je commence déjà à peaufiner mes meilleures imitations de poulets terrifiants pour les théropodes. Et abonnez-vous parce que la prochaine fois, on quitte ces autoroutes vivantes pour aller quelque part de plus rapide, de plus denté et beaucoup plus bruyant. Rendez-vous au Crétacé. Et surtout, ne restez pas derrière la queue.